Bonjour et bienvenue au module 4 de la formation pour les femmes africaines investisseurs organisée par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Dans ce module 4 consacré à l'ESG, nous couvrirons d'abord des généralités, à savoir comment définir l'ESG, pourquoi l'ESG est pertinente dans le monde d'aujourd'hui et comment vous pouvez mettre en place des stratégies pour créer de la valeur à travers l'ESG. Nous couvrirons ensuite ce qui est attendu de vous en tant que First-Time Fund Manager ou gestionnaire de fonds dans la création de votre stratégie ESG et dans sa mise en place. Et enfin, comment vous pouvez négocier les termes ESG contenus dans les accords d'investissement que vous aurez non seulement avec vos investisseurs, mais également avec les sociétés en portefeuille. Nous avons développé un certain nombre de documents et de modèles qui vous aideront. N'hésitez pas à les consulter, ils sont disponibles en ligne. Et nous espérons que vous trouverez tout ça très utile. Merci encore et à très bientôt. Bienvenue à la formation des femmes africaines investisseurs de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Ce module est consacré aux aspects ESG, environnement social et gouvernance. Il est divisé en 3 parties. La partie 1 s'attache à l'importance de l'ESG. Commençons notre propos tout d'abord par un aperçu des principaux risques mondiaux perçus en 2020. Le graphe que vous voyez représente l'ensemble des risques perçus dans le monde en 2020. Ces risques sont classés en fonction de 2 variables. La probabilité qu'ils se réalisent sur l'axe des axes et l'impact, c'est-à-dire les pertes occasionnées par leur réalisation sur l'axe des ordonnées. Sans vous perdre dans le détail du graphe, retenons tout simplement qu'en 2020, les principaux risques perçus étaient les suivants. En première position, les maladies infectieuses. En deuxième position, le changement climatique. Et enfin, en dernière position, les températures extrêmes. De ces 3 risques, seules les maladies infectieuses, comme le Covid, l'Ebola, etc., et les changements climatiques se retrouvent dans la partie en haut à droite du graphe. Pourquoi? Parce que ces risques se sont réalisés de façon matérielle en 2020. En revanche, les températures extrêmes sont un peu plus bas sur l'échelle, à droite, parce que leur matérialisation n'a pas été uniforme et aussi importante dans toutes les régions du monde en 2020. Ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est qu'il est important de toujours considérer ces 2 dimensions lorsqu'on évalue un risque, sa probabilité et son impact. Parlons à présent de l'interconnexion des risques que nous observons dans le monde. Ce slide montre que nous vivons dans un monde interconnecté, dans lequel les actions, même les plus insignifiantes, ont des conséquences partout. Même une action en apparence insignifiante, comme laisser la lumière allumée dans une pièce vide, aura des répercussions significatives sur la planète entière. Ainsi, en tant qu'individu, investisseur, communauté, société, nous devons avoir conscience que les décisions que nous prenons, la manière dont nous investissons, la manière dont nous consommons, ont des conséquences à long terme sur plusieurs aspects de nos vies, mais également sur les vies de populations peut-être moins privilégiées que nous. Illustrons nos propos par ceci. Saviez-vous que 80% des gaz à effet de serre sont causés par le logement, le transport et l'alimentation des êtres humains? Nous sommes les plus grands contributeurs à la dégradation de l'environnement. Ainsi, un geste aussi anodin que laisser la lumière allumée dans une pièce vide augmente la consommation d'électricité, qui à son tour augmente l'utilisation de l'énergie fossile. Et cela a 2 conséquences notables. L'augmentation de l'extraction de cette énergie et par là même l'augmentation de l'émission des gaz à effet de serre.
Il est donc important de noter qu'un acte en apparence insignifiant a des répercussions sur nos systèmes de vie et de production et impacte souvent les populations les plus vulnérables, comme les femmes et les enfants. Parlons maintenant de l'importance de l'ESG. Cette matrice représente différents facteurs qui contribuent à donner de l'importance à l'ESG. L'analyse des risques est une part importante dans le processus de décision d'investissement. L'expérience montre qu'une bonne politique ESG aide à mitiger ces risques. Les investisseurs ont ainsi intégré depuis longtemps un certain nombre de demandes par rapport à l'ESG. Par ricochet, les gestionnaires de fonds ont également développé des critères ESG. Et ces gestionnaires de fonds ont une responsabilité fiduciaire, c'est-à-dire une obligation légale de respecter et de faire respecter les critères ESG. Vous comprenez donc que l'ESG revêt une importance fondamentale dans le secteur des investissements, en Afrique en particulier. Alors, que demande le marché? Nous avions mentionné dans les modules précédents que les institutions financières de développement, les IFD, avaient joué un rôle pionnier dans le développement du private equity en Afrique. Ces institutions demeurent aujourd'hui incontournables dans le secteur du private equity africain. Et elles sont aussi responsables de la mise en avant de l'ESG dans les considérations d'investissement en Afrique. En tant que gestionnaire de fonds, il vous sera donc pratiquement impossible de vous passer d'une compréhension minimum et d'un engagement sérieux en faveur de l'ESG. Pour achever de vous convaincre, s'il en était besoin, sachez qu'il existe en ce moment 38 000 milliards d'actifs d'ESG sous gestion et que ce montant va certainement passer à au moins 50 000 milliards dans les 20 prochaines années. Toujours pour vous convaincre de cette importance, on estime que la génération Y, communément appelée la génération du millénaire, va recevoir un transfert de richesse des baby-boomers estimé à 30 000 milliards de dollars et que cette génération va favoriser les investissements responsables, c'est-à-dire ceux qui respectent les principes ESG. En conclusion, les gestionnaires de fonds que vous êtes doivent s'engager en faveur des principes de l'ESG ou courir le risque de se retrouver en marge du marché des investisseurs. La partie 2 du module est consacrée à une introduction à l'ESG. Dans cette partie, nous allons tout d'abord définir l'ESG et ensuite vous donner quelques exemples de stratégies que vous pouvez mettre en place en matière d'ESG. Derrière les initiales ESG, nous parlons bien sûr de E pour l'environnement, S pour le social, G pour la gouvernance. Nous voyons d'emblée qu'il s'agit d'une notion qui couvre des éléments assez larges. Sous le terme environnement, nous considérons par exemple, lors de l'évaluation d'investissement, la gestion des déchets. Si nous regardons l'exemple d'un hôpital, nous intéresserons à savoir comment ces déchets sont triés, traités, sont-ils incinérés par une société agréée, qu'en est-il des eaux usées, etc. Sous le terme social, nous nous intéressons à la politique sociale d'une entreprise, son organisation. Existent des syndicats, les travailleurs peuvent-ils y adhérer librement? Existent des contrats de travail? Quels sont les mécanismes en place pour les plaintes? Qu'en est-il de la santé et de la sécurité au travail, etc. Au minimum, l'entreprise
doit adhérer à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Sous le terme gouvernance, nous nous intéressons à l'existence et à l'organisation du conseil d'administration, par exemple, aux pratiques d'affaires, à l'intégrité des directeurs et des employés, etc. Maintenant que nous savons ce que représente l'ESG, parlons de quelques stratégies judicieuses pour créer de la valeur à travers l'ESG. Vous trouverez tous les détails sur ces stratégies dans la documentation additionnelle que nous avons mis en ligne pour accompagner ce module. Intégrer les aspects ESG dans votre processus d'investissement présente de nombreux avantages. Cela peut par exemple conduire à une augmentation des revenus. Nous savons aujourd'hui que les consommateurs s'intéressent de plus en plus à l'origine de ce qu'ils consomment, mais aussi à la façon dont sont produits ces biens. Prendre en compte les aspects ESG dans les sociétés dans lesquelles vous investissez aidera sans doute à positionner ces sociétés parmi les meilleures de leur secteur, mais aussi leur permettra d'attirer de nouveaux clients. L'amélioration de la productivité est également un élément important que vous pouvez tirer de l'application des standards ESG. Par exemple, une société pourra développer un plan de gestion des déchets qui augmentera sa productivité. Et ces mesures peuvent également aussi contribuer à réduire les coûts de production de la société. Retenons donc qu'au-delà de l'aspect conformité, l'ESG est un véritable créateur de valeur dans les sociétés. Prenons quelques exemples concrets de création de valeur par l'ESG. L'adoption des nouvelles technologies, par exemple, permet d'améliorer la profitabilité sur le long terme, malgré des coûts d'installation qui peuvent être élevés. Car à terme, l'entreprise réduira son temps d'arrêt et utilisera au mieux ses ressources. Ou encore, dans le cadre de stratégies circulaires, nous pouvons utiliser un exemple concret, un hôpital qui met en place un incinérateur de déchets dans un environnement où il n'en existe pas d'autre. Cet incinérateur devient également un centre de profit pour cet hôpital, car il reçoit également la demande d'autres hôpitaux de la région. Enfin, attardons-nous sur le rôle du conseil d'administration, car lorsqu'il est bien constitué, il peut créer de la valeur pour l'entreprise. Les membres du conseil d'administration ne doivent pas être uniquement des amis du fondateur. Alors, il vous appartient, en tant qu'investisseur, de recruter pour les sociétés dans lesquelles vous investissez des membres indépendants qui possèdent des compétences complémentaires, par exemple des spécialistes secteurs, pour augmenter l'efficacité du conseil d'administration. Intégrer aussi de la diversité en termes de genre, pour éviter le syndrome du conseil d'administration où règne la pensée unique, et penser à un plan de rotation des membres pour renouveler ce conseil d'administration. Ceci est la troisième et la dernière partie du module consacré à l'ESG. Nous allons nous intéresser dans cette partie à la compréhension des relations entre LPs ou investisseurs et GPs ou gestionnaires de fonds. Commençons par comprendre ce que recherchent les investisseurs dans les fonds, les LPs. Les LPs, en général, veulent comprendre déjà que le gestionnaire de fonds qu'ils ont en face d'eux a une connaissance basique et générale des principes ESG. Le LP veut également être rassuré sur l'engagement sincère du gestionnaire de fonds à mettre en place les principes ESG.
Ensuite, l'ELP veut être rassuré sur l'intégration de ces principes dans votre processus, ce qui démontre que vous avez réfléchi en amont à la façon dont l'ESG va s'imbriquer dans l'ensemble et que ce n'est pas juste la cinquième roue du carrosse ou encore un exercice uniquement pour faire plaisir aux investisseurs. N'oubliez pas aussi que l'ESG ne concerne pas uniquement vos sociétés en portefeuille, mais également l'organisation de votre fonds. L'ELP veut avoir en place un mécanisme de gouvernance de votre fonds et une totale transparence de votre part. Alors, il existe différents types de documentation en relation avec les aspects ESG lorsque vous êtes en levée de fonds et que vous avez fini par avoir un accord de principe avec un investisseur. En tant que nouveau gestionnaire de fonds, le LP peut comprendre que vous n'ayez pas forcément tous les documents disponibles, mais il attend un minimum. Quel est ce minimum? Le LP attend de voir vos engagements en matière d'ESG, c'est-à-dire ce que vous allez faire. Ce sont des documents comme la politique ESG, un code de conduite et d'éthique, une liste de contrôle que vous allez mettre en place, etc. Le LP veut également avoir une bonne compréhension de votre liste d'exclusions, c'est-à-dire ce que vous n'allez pas faire. Des exclusions par rapport au blanchiment d'argent, à la lutte antiterroriste, etc. Et enfin, troisième type de documentation que le LP s'attend à voir, ce sont des documents de reporting. Alors, attardons-nous un peu ici. Les LPs, sachez-le, ont des formats différents. Chaque LP a développé son propre format de reporting sur l'ESG. Vous devez donc négocier pour obtenir auprès des LP un document commun avec lequel ils seront tous à l'aise. Assurez-vous, en deuxième point, que les procédures ESG soient parfaitement intégrées dans vos processus d'investissement. Sinon, vous risquez de ne pas communiquer toutes les informations nécessaires en matière d'ESG à votre comité d'investissement lorsque celui-ci fera son évaluation pour savoir s'il est pertinent d'investir dans telle ou telle société. Alors, comment trouver l'équilibre entre LP et GP? Commençons par insister sur le fait que LP et GP, c'est-à-dire investisseurs et gestionnaires de fonds, ont besoin l'un de l'autre. L'état d'esprit à adopter ici est donc celui du compromis, pour arriver à satisfaire aux exigences des deux parties. Premièrement, avant d'aborder les négociations sur les termes ESG, assurez-vous d'être accompagné par des professionnels compétents et expérimentés. Vous aurez besoin au minimum d'un avocat familier de toutes les questions juridiques et d'une personne dans votre équipe qui sera le lead, c'est-à-dire la personne en charge des questions ESG. Deuxièmement, il est crucial de comprendre que vos engagements en termes d'ESG seront considérés avec la même importance que vos engagements commerciaux envers les LPs. Et donc, ces engagements ESG sont susceptibles d'affecter votre capacité de lever des fonds. Nous vous conseillons donc de bien comprendre les termes de l'accord juridique qui sont en lien avec l'ESG. Comprendre premièrement ce qui constitue des CPs en anglais ou conditions préalables, CP en français. Ces conditions, vous devez absolument les remplir avant d'avoir accès aux fonds promis par les investisseurs. Nous vous recommandons donc d'analyser méticuleusement la liste des conditions
en général, elle est proposée par les investisseurs, et de négocier avec ceux-ci pour ne garder que les plus importantes, les plus matérielles, afin d'accélérer votre accès aux fonds. Ensuite, il faut bien comprendre ce qui constitue pour vous une rupture de ces conditions et comment y remédier. Encore une fois, pour s'assurer un accès plus rapide et plus facile aux fonds. Bien comprendre également les obligations de reporting auxquelles vous vous engagez auprès des LPs. Et comme nous l'avons dit précédemment, chaque LP a son propre format de reporting. À vous de négocier un format commun qui vous évitera de faire des reportings individuels à chaque LP. S'assurer aussi de la compréhension de votre équipe d'investissement. Assurez-vous donc d'être au même niveau de compréhension que les équipes qui vont exécuter ces investissements. Lorsque vous aurez un accord de principe avec des investisseurs, évitez de demander des dérogations a posteriori. Premièrement, cela va prendre du temps à l'investisseur de faire approuver ces dérogations par son propre comité d'investissement. Et deuxièmement, vous allez être perçu comme une société qui manque d'engagement ou de sérieux par rapport à l'ESG. Enfin, n'hésitez pas à négocier tous les éléments de l'accord. Restez flexible sur certains éléments, sur d'autres, ne fléchissez pas. Il s'agit d'une négociation. Vous devez donc être prêt, entre guillemets, à lâcher du lest sur certaines choses et à garder vos positions sur d'autres. Abordons ici les aspects juridiques entre gestionnaires de fonds, GPs, et sociétés en portefeuille. Lorsque vous investissez dans une société, vous signez avec celle-ci un pacte d'actionnaires, Shareholder Agreement en anglais. Ce document doit intégrer toutes les obligations de la société, y compris celles concernant l'ESG, sur lesquelles, rappelez-vous, vous vous êtes vous-même engagé auprès de vos propres investisseurs. Ce pacte d'actionnaires comprend typiquement un plan d'action corrective que vous avez développé suite à la due diligence des risques ESG que vous avez fait dans la société. Notez ici que la société s'engage, en signant le pacte d'actionnaires, à mettre en œuvre le plan d'action corrective afin d'améliorer ses performances ESG. Il est donc important que vous vous assuriez de son engagement total. Par exemple, si possible, intégrer dans le plan de compensation des directeurs de la société une partie liée à leur performance par rapport à la mise en place de ces actions correctives. Ensuite, identifier dès le début de l'investissement la personne qui sera responsable de l'ESG dans la société dans laquelle vous investissez, afin de faciliter dès le début la communication et responsabiliser cette personne. Autre point, assurez-vous que la société ait connaissance de vos obligations de reporting envers vos investisseurs. Parce qu'au final, c'est elle qui va vous donner également des éléments pour vous permettre de faire ce reporting. Il est donc important que vous soyez sur la même longueur d'onde. Enfin, abordez le sujet des éléments qui constitueraient une rupture d'engagement envers les obligations, un breach en anglais, et comment y remédier. En conclusion, nous espérons que ce module vous a aidé à mieux cerner les éléments ESG
et à comprendre leurs implications. N'hésitez pas à consulter la documentation additionnelle à disposition en ligne spécifiquement pour ce module. Merci pour votre écoute et restez engagés.